Nous entamons aujourd'hui la troisième séance du cours relative à la mécanique des fluides parfaits. Nous allons voir ce qu'on appellera l'hydrostatique ou bien la statique des fluides. Nous commencerons par démontrer la loi fondamentale de l'hydrostatique. Bien, donc que va-t-on faire? Nous allons étudier les fluides au repos. Les fluides au repos. Dans ces conditions, les forces de frottement sont identiquement nulles. Or, un fluide sera dit au repos que si et seulement si toutes ces parties et chacune d'entre elles peut être considérée comme étant au repos. Il nous faut donc exprimer ce qu'on va appeler la condition d'équilibre de chaque partie du fluide. En d'autres termes, il faudra démontrer que nous avons affaire à un torseur nul. Qu'est-ce qu'un torseur nul? Un torseur est dit nul si la résultante des forces elle est nulle et également le moment résultant est également nul en tout point. Bien, on va donc essayer de démontrer cette loi fondamentale hydrostatique à partir de la réalisation de l'équilibre de chaque partie du fluide. L'équilibre de quoi? Des forces. On va voir quelles sont les forces qui agissent sur notre fluide et on écrira la condition d'équilibre. Bien, pour cela, je vais définir un volume connexe, c'est-à-dire qu'il ne contient que du fluide, il n'y a pas de paroi. C'est un volume connexe qui sera par conséquent délimité par une surface grand S fermée et rectifiable. Rectifiable veut dire que je peux intégrer dessus, elle ne présente pas de point singulier. Voici donc mon volume de référence petit v, connexe, il ne contient que du fluide. Et voici la surface grand S, fermée. Je reviens à la 2D. Et je vais donc essayer de voir quelles sont les forces mises en jeu dans ce cas. Donc d'abord, les forces sont classées en deux catégories. Les forces intérieures, celles qui sont situées à l'intérieur de mon volume V, et les forces extérieures. Commençons d'abord par les forces intérieures. Ce sont des forces d'origine moléculaire. Elles sont d'origine moléculaire, elles s'opposent toujours 2 à 2 et forment un système équivalent à 0. Par exemple, je vais prendre deux particules fluides, la particule M et M'. La particule M exercera sur la particule M' une force F M', égale et opposée à la force exercera la particule M' sur M, F M'. En vertu de la troisième loi de Newton, nous avons l'action qui est égale et opposée à la réaction. Et donc nous voyons que la résistance des forces est équivalente à un torseur nul. La résistance des forces est nulle. Bien. Nous allons maintenant nous intéresser, puisque nous avons balayé les forces intérieures, on n'en parle plus. Nous allons maintenant voir les forces extérieures. Qui sont les forces extérieures? Et donc, on commence par, d'abord, dans les forces extérieures, il y aura les forces de volume. Ce sont des forces qui s'exercent à distance. Elles sont dues à l'action d'un champ auquel les particules fluides vont être soumises. Parmi les champs que nous connaissons, il y a le champ de pesanteur, le champ magnétique, un champ de force centrifuge, etc. Bien, quand dans ce cours on ne s'intéressera qu'au champ de pesanteur, le champ gravitationnel. Tout le monde sait, on a eu affaire à cette force, c'est une force verticale, dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre pour être exact. Elle s'exerce sur les masses. Elle s'exerce sur les masses. Donc c'est une force qui est proportionnelle à la masse du corps, qui va être attirée par la Terre, et qui est aussi proportionnelle à l'accélération de la pesanteur. Donc les premières forces que nous voyons, ce sont des forces de volume. Dans les forces de volume, déjà, ce sont des forces qui s'exercent à distance, elles s'exercent à distance, et elles sont dues à l'action d'un champ. Celles qu'on va considérer dans ce cours, ce sont les forces de volume d'origine gravitationnelle. Et donc c'est une force, c'est le poids, c'est une force verticale dirigée vers le bas, qui s'exerce sur les masses, toutes les masses, et qui est proportionnelle à l'accélération de la pesanteur. Donc je vais maintenant mettre sur pied cette force. Donc je vais considérer un élément différentiel dV, un élément différentiel dV. Cet élément différentiel dV va avoir une certaine masse dm élémentaire, dm, qui s'exprimera en fonction de la masse volumique comme étant ρdV. ρdV.
Cet élément de volume différentiel sera concerné, sera soumis à une force, au poids, à une force verticale dirigée vers le bas qui va être égale à dmg, c'est-à-dire ρ dv fois g. Rho dv fois g, que je vais représenter sous cette forme-là. La voici. Donc voici ma force de volume, c'est-à-dire mon poids. Ça, c'est ce qu'on va avoir avec cet élément différentiel que j'ai considéré. Maintenant, si je devais avoir l'ensemble des éléments différentiels pour avoir toutes les contributions, ben, je vais sommer ce torseur des forces pour tous les éléments différentiels dV. Je vais par conséquent intégrer sur le volume V. Ça me donnera ceci, ρg dV. Ça, c'est la force de volume. La force de volume, voici son expression. Intégrale volumique de ρg dV. Maintenant, je vais projeter cette force suivant la direction OXI. Ça me donnera ρgi dV. ρgi dV. Donc voici, nous avons mis en évidence la première force extérieure qui est une force de volume. Dans le cas considéré, il s'agira d'une force de volume due à l'action de la pesanteur, c'est-à-dire à la gravité. Et nous l'avons écrite sous sa forme intégrale, qui s'écrira donc comme étant l'intégrale de volume de ρg dV. Bien, donc mon fluide qui est contenu dans V va être concerné par cette force de volume d'origine gravitationnelle. Bien, ça, pour écrire la condition d'équilibre, pour équilibrer mon fluide, il faudrait qu'il y ait une force qui vienne s'opposer à celle-là. C'est ce qu'on appellera la deuxième catégorie des forces, les forces de surface. Donc on va voir à présent les forces de surface. Une fois qu'on a exprimé les forces de volume, nous allons voir les forces de surface. Contrairement aux premières, ce sont des forces de proximité, de contact. Celles qu'on va présenter, ce sont les forces de pression. Elles sont toujours présentes dans les fluides. Si je considère un élément de surface différentiel ds que voici, il va être concerné par une force de pression qui va agir sur les deux côtés, de part et d'autre. Qui va agir de manière perpendiculaire, de manière orthogonale. Bien, comme nous nous intéressons aux forces extérieures, on ne va considérer que l'action de la force exercée à l'extérieur sur l'intérieur. Donc elle sera dirigée vers l'intérieur du volume V, de manière orthogonale. Donc pour cela, pour pouvoir tenir compte aussi bien du sens que de la direction, nous allons introduire le vecteur unitaire sortant, que je vais représenter sur la diapositive suivante. Donc nous avons dit qu'il s'agissait de force extérieure, et donc elle va être dirigée de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je résume ça à travers le vecteur unitaire extérieur qui par convention est dirigé vers l'extérieur, n, le voici, le vecteur unitaire n. Donc la norme elle est égale à 1, c'est un vecteur orthogonal à ds, et par convention il est dirigé vers l'extérieur. Maintenant la force de pression donc vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va être, nous avons dit que ce sont des forces de pression, ça va être Pnds qui va être toujours orthogonal à l'élément de surface considéré et dirigé vers l'intérieur du volume V, la voici. Pnds. Pour avoir la résultante de ces forces de pression qui agissent sur tout S, toute la surface S, la surface frontière, nous allons intégrer suivant la surface grand S, et ça nous donnera moins, puisque P1ds est dirigé dans le sens contraire de le vecteur normal unitaire n, nous allons donc avoir moins intégrale de P1ds. La force de surface est égale à moins l'intégrale de surface de P1ds. En projection suivant OXI, ça va être égal à moins PNI ds. Moins PNI ds. Voilà. Nous allons maintenant récapituler. Nous avons considéré un volume connexe
de fluide, ça veut dire qu'il ne contient que du fluide, il n'y a pas de paroi solide, délimité par une surface frontière grand S, une surface grand S fermée et rectifiable, c'est-à-dire sur laquelle je peux intégrer. Nous avons d'abord euh, dit que les forces se classaient en deux catégories. Les forces intérieures, qui forment un torseur équivalent à zéro, ce sont des forces donc d'origine moléculaire qui s'opposent toujours deux à deux et forment un système équivalent à zéro. Et nous nous sommes intéressés aux forces extérieures. Et nous avons parlé des premières forces extérieures qui sont les forces de volume. Elles sont dues à l'action d'un champ, elles s'exercent à distance. Celles qu'on va considérer, ce sont les forces de pesanteur gravitationnelle. Et donc la force dont on est en train de parler, c'est le poids. C'est une force verticale dirigée vers le bas. Nous avons écrit son expression, c'était égal à l'intégrale de volume de ρg dv. Puis nous nous sommes intéressés aux forces de surface qui, au contraire, par rapport aux premières, ce sont des forces de proximité, de contact. Elles concernent la pression, ce sont des forces de pression, elles sont toujours présentes et elles sont dirigées de l'extérieur vers l'intérieur. Leur expression, c'est moins intégrale de P1IDS ou bien P1DS en écriture vectorielle. La voici. Donc pour écrire maintenant la condition d'équilibre, les forces de pesanteur, de volume vont être équilibrées par les forces de pression. En d'autres termes, la résultante des forces va être égale à 0. Écrivons cette écriture en projection suivant la direction OXI. Nous obtenons ceci. ρgi dv, intégrale de ρgi dv, moins Pni ds est égal à 0. Donc je vais maintenant présenter cette écriture dans la prochaine diapositive comme ceci. Les voici. Et à partir de cet instant, nous commençons à développer mathématiquement cette écriture. Nous avons un tout petit problème qui surgit, c'est la somme d'une intégrale de volume et d'une intégrale de surface. Il faut transformer l'intégrale, par exemple, de surface en intégrale de volume. Nous avons deux théorèmes qui peuvent résoudre le problème selon le cas. Nous allons présenter donc le théorème de la divergence et le théorème du gradient. Le théorème de la divergence qu'on appelle également le théorème d'Ostrogradski. Le théorème d'Ostrogradski, je préfère l'appeler le théorème de la divergence. Donc voici le premier théorème, le théorème de la divergence. Il concerne d'abord les grandeurs vectorielles. Quand vous avez par exemple intégrale de surface, pour transformer l'intégrale de surface de V1ds, eh bien c'est égal tout simplement à la divergence de V, du vecteur vitesse V. En écriture indicielle, c'est plus intéressant. Donc on a vu avec la convention de sommation d'Einstein, que V scalaire n pouvait être écrit comme étant VI NIDS. Le voici. Donc pour pouvoir écrire ça, transformer cette intégrale de surface en une intégrale de volume, il suffit de dériver par rapport à l'espace. Comme j'ai choisi ici VI donc ça va être par rapport à XI, la dérivée de VI par rapport à XI. Donc voici le résultat, la dérivée de VI par rapport à XI de dV. Donc voici le théorème de la divergence, il concerne une grandeur vectorielle. C'est pour transformer une grandeur vectorielle, l'intégrale d'une grandeur vectorielle, en une intégrale de volume. Maintenant, si j'ai affaire, comme c'est le cas, à une grandeur scalaire, la pression est une grandeur scalaire, on parlera plutôt du théorème du gradient. Alors qu'est-ce qu'il dit? Très simplement, il dit lorsque vous avez intégrale de surface de P1ds, eh bien ça va être l'intégrale de volume du gradient de P, gradient de PdV. Cette écriture est un peu compliquée, on préfère donc passer à l'écriture en projection, c'est-à-dire on écrira n suivant OXI. Ça sera donc P NIDS, et par conséquent, vous l'avez compris, puisque le gradient est une dérivée spatiale du champ de pression dans notre cas, ça va être d de P sur dxi. Le résultat, ça va être d de P sur dxi. Bien, donc je vous ai présenté deux théorèmes qui me permettent de passer d'une intégrale de surface à une intégrale de volume. Lorsque vous aurez affaire à une grandeur vectorielle, on appellera ce théorème le théorème de la divergence ou bien le théorème d'Ostrogradski. Lorsque vous aurez affaire à une grandeur scalaire, on appellera ça le théorème du gradient. Je préfère travailler toujours avec l'écriture en projection suivant OXI, puisque c'est plus simple pour les développements mathématiques qui vont arriver. Donc, pour l'instant, je vais faire les deux démonstrations. Donc, revenons à notre problème. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons
une intégrale de volume et une intégrale de surface. L'intégrale de surface porte sur un champ scalaire. Un champ scalaire. Vous avez ici l'écriture vectorielle et ici l'écriture en projection suivant xi. Comme il s'agit d'une intégrale de surface d'une grandeur scalaire, on va utiliser le théorème du gradient. Le théorème du gradient. Je l'ai compris, je vais avoir ici intégrale volumique de ρg dv moins gradient de p dv égale à 0, ou alors, en écriture en projection suivant xi, ρgi dv moins d de p sur dxi dv, c'est-à-dire ceci. Moins gradient p pour l'écriture vectorielle, ou alors moins d de p sur dxi lorsque j'opte pour l'écriture indicielle. Voilà donc le résultat une fois qu'on a utilisé le théorème du gradient pour transformer les intégrales de surface en intégrales de volume. Bien, résumons, voici à quoi nous avons abouti. Nous remarquons que les deux intégrales portent sur le même volume connexe. Par conséquent, je peux regrouper les écritures. Et j'écrirai comme ceci. Bien, j'arrive à la fin. J'ai quoi? J'ai l'intégrale d'une expression entre parenthèses qui est égale à 0. ρg moins gradient de p, ou alors ρgi moins d de p sur dxi qui est égal à 0. Cette équation est valable pourvu que votre système soit en équilibre, quel que soit le volume connexe, quelle que soit sa forme, pourvu qu'il soit connexe, qu'il ne contient que du fluide. Par conséquent, la partie qui est entre parenthèses doit être identiquement nulle, quelle que soit la forme du volume. Et on arrive donc à la forme locale, c'est-à-dire en un point de l'espace à un instant donné. Voici la loi fondamentale de l'hydrostatique. Elle exprime la condition d'équilibre d'un fluide au sein d'un champ gravitationnel et elle s'écrit sous cette forme-là, ρg moins gradient de p égale à 0, ou alors en écriture en projection suivant la direction OXI, ρgi moins d de p sur dxi égale à 0. Bien, donc c'est ce qu'on appellera la LFH, la loi fondamentale d'hydrostatique. Alors je ne l'ai pas dit au début du cours, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Nous avons dit, ce cours s'intéresse à la prédiction des écoulements, d'un point de vue bien sûr macroscopique. Prédire l'écoulement des gaz et des liquides, et des mélanges polyphasiques également. Bien, puisque ici il s'agit d'un équilibre hydrostatique, toutes les parties sont en équilibre, donc il n'y a pas de vitesse. Qu'est-ce que je vais alors bien pouvoir prédire? Eh bien, je vais prédire la distribution spatiale du champ de pression dans le champ gravitationnel. Il s'agira de déterminer la distribution du champ de pression dans le champ de gravité. C'est ce que je vais essayer de faire, puisque j'ai considéré mon fluide au repos, donc la vitesse y est nulle. Bien, c'est ce qu'on appellera, comme je vous l'ai dit, la loi fondamentale du l'hydrostatique qui me permettra de remonter à la distribution spatiale du champ de pression statique dans un fluide au repos. Bien, alors on va maintenant voir quelques remarques. La première, c'est s'il n'y avait pas de gravité, si le champ de gravité est très faible, si je pouvais négliger la gravité, je me rends compte, si la gravité est négligeable, je pourrais dire que la distribution de la pression statique est uniforme, puisque d de p sur dxi sera à peu près égal à 0. d de p sur dxi sera à peu près égal à 0. La deuxième et troisième remarque, je vais vous les démontrer dans les diapos qui arrivent. Donc pour l'instant, si le champ de gravité est négligeable, on peut en conclure que le champ de pression statique reste uniforme. Le champ de pression statique dans le fluide au repos restera uniforme. Bien, je vais maintenant passer à la deuxième et troisième remarque que je vais vous présenter dans la diapo qui arrive, que voici. Donc je vais maintenant, j'ai ma loi fondamentale d'hydrostatique, je vais l'écrire dans un système de coordonnées cartésiennes, x, y, z. Donc j'écris ρ gi moins dp sur dxi, cette équation vectorielle, suivant x, suivant y et suivant z. Donc ça sera ρ gx moins d de p sur dx égale à 0, ρ gy d de p sur dy égale à 0, et enfin ρ gz moins d de p sur dz égale à 0. Et maintenant je vais m'intéresser au vecteur accélération, g. Donc d'abord je choisis l'axe vertical, la coordonnée verticale, je la choisis ascendante.
donc montante. Et je la nomme Z, Z. Dans ces conditions, j'ai le vecteur accélération de la pesanteur, verticale bien sûr, il va admettre une projection uniquement suivant la direction Z. Gx et Gy sont identiquement nuls. Gx et Gy sont identiquement nuls. En tout point de l'espace, à n'importe quel instant, Gx et Gy sont identiquement nuls. Et Gz c'est égal à moins G. Gz égale à moins G. Remplaçons Gx et Gy dans le système d'équations qui est présenté à gauche. J'aurai donc ici 0, 0, et ici j'aurai moins G. Voici ce que j'obtiens. À partir des deux premières équations, qu'est-ce que je peux conclure? Que la pression ne dépend pas de x, elle ne dépend pas non plus de la pression statique, elle ne dépend pas non plus de y, elle dépendra uniquement de z. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui était dans B tout à l'heure, je pourrais dire que les plans horizontaux sont des isobars. Les plans horizontaux sont à la même pression, ont la même pression. Donc les plans horizontaux ont la même pression. Ce sont des isobars, puisque la pression ne varie ni suivant x ni suivant y. Et comme j'ai choisi la coordonnée verticale, j'ai choisi comme étant z, donc la pression ne varie que suivant z, ni suivant x ni suivant y, c'est-à-dire sur les plans horizontaux. Bien, terminons le développement mathématique, remplaçons gz par moins g, j'obtiens ceci. Voilà à quoi j'aboutis. Donc je vais réécrire ça, la troisième équation, je vais la réécrire, la projection suivant OZ dans la prochaine diapositive, alors ici, pardon. Je fais la séparation des variables, je mets le dp d'un côté, le reste ρg de l'autre côté. Voilà à quoi j'ai abouti. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais venir intégrer. Mais pour pouvoir intégrer, il faut que je m'assure de deux choses. D'abord, est-ce que ρ et g sont constantes? Je vais me mettre dans le cas d'un fluide incompressible, c'est-à-dire ρ égale à constante, à une constante, et je vais choisir aussi le fait que g reste constant. Je suis au niveau de la Terre, au niveau de la Terre. Je vais donc pouvoir intégrer, je vais intégrer comme ceci. Et donc je vais obtenir la chose suivante. P, intégrale de dp, c'est P, P de z, qui varie en fonction de z. Et je transpose ce résultat-là dans le premier membre, donc ça va être un plus. Ça va être égal à plus ρ, g, z égale à constante. Si tu intégral indéfini, c'est égal à une constante. P de z plus ρ gz égale à constante. Donc ce résultat n'est valable que si et seulement si le fluide est incompressible. En d'autres termes, ρ, la masse volumique, reste constante. Deuxièmement, si g est constant. Vous allez voir dans les prochaines diapos, je vais prendre un exemple où g ne sera pas constant et ρ également ne sera pas constant. Bien, que veut dire cette équation? Elle me dit que dans un fluide au repos, la pression statique diminue avec l'altitude. C'est-à-dire quand j'augmente z, quand j'augmente z, que fait P pour conserver la même constante? P doit impérativement diminuer. P doit diminuer. Inversement, quand z diminue, P augmente. Bien. Donc maintenant, je vais introduire la notion de la pression motrice. C'est une pression qui va m'arranger pour les développements des équations futures. Je vais regrouper la pression statique avec l'énergie potentielle de position dans le champ gravitationnel, ρgz. Donc je vais appeler P étoile la pression statique plus la pression due à l'énergie potentielle gravitationnelle dans le champ de gravité, comme je viens de le dire. J'appelle cette pression P étoile. P étoile, il ne faut pas oublier que P, la pression statique, est la vraie pression au sens thermodynamique. P étoile est définie comme étant la somme des pressions statiques et de l'énergie potentielle de position dans le champ gravitationnel. C'est bien sûr une énergie par unité de volume, mais là que pour m'arranger, pour me simplifier l'écriture des équations. Donc qu'est-ce que je peux dire? Puisque P de z plus ρgz égale à constante, et que j'ai défini P étoile qui est la somme de ces deux termes-là, je dirais que dans un fluide de repos, soumis au champ gravitationnel, la pression motrice reste uniforme. La pression motrice P étoile reste uniforme. Bien. Une fois que tout ceci a été fait, je vais à présent m'intéresser à un deuxième cas. Un cas où le fluide est compressible, par exemple l'air, qui est éminemment compressible. Et je vais choisir une équation d'état, celle des gaz parfaits. Donc je vais prendre ce cas-là et je veux déterminer quoi? On me dit, voilà, déterminez-moi la distribution du champ de pression dans l'atmosphère. Donc je vais choisir ceci. Dans l'air,
dans l'air atmosphérique, je vais supposer que l'air se comporte sensiblement comme un gaz parfait. En d'autres termes, je vais pouvoir utiliser l'équation d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire PV égale à nRT. Donc je vais écrire, je vous ai démontré déjà ça, ρ c'est PM sur RT, et ρ0, ça sera P0 M sur R T0. En faisant le rapport des deux, j'obtiens cette relation ρ égale à ρ0, P sur P0, T0 sur T. Voilà, donc pour la première hypothèse, je suppose que l'air est sensiblement, euh, se comporte sensiblement comme un gaz parfait. La deuxième hypothèse, je supposerai, comme tout à l'heure, la coordonnée verticale comme étant ascendante et je la nomme Z. Z. De manière à avoir, comme tout à l'heure, Gx et Gy identiquement nuls. Identiquement nuls. Troisièmement, je ne vais pas m'arrêter là, je vais prendre un cas général. Je vais choisir une loi de variation de G, c'est-à-dire je ne suis pas au niveau du sol. Je ne suis pas au niveau du sol. Donc je vais choisir la loi de Newton pour G. Euh, dans ce cas, elle est encore constante. Je vais la prendre variable dans un instant. Et là, je voudrais avoir la distribution du champ de pression statique dans l'atmosphère que je vais supposer comme étant isotherme. Isotherme. Bien. Alors, revenons. Voici la loi de comportement des gaz parfaits. J'ai choisi la coordonnée verticale ascendante et je l'ai nommée Z. La pesanteur, ah oui, voilà, c'est là où la pesanteur va varier selon la loi de Newton comme étant G. C'est G0 R carré sur R plus Z, le tout au carré, avec R, c'est le rayon de la Terre, à peu près égal à 64 000 km. 64 000 km. Je vais écrire la loi fondamentale hydrostatique. La voici. Elle est en haut à droite. Attention, ce n'est pas P plus ρ GZ égale à constante. Celle-là, elle suppose, elle admet que ρ et G restent constantes. Dans ce cas, vous avez vu, ρ varie en fonction de la pression et de la température, et G varie en fonction de Z. Bien, donc écrivons la loi fondamentale de l'hydrostatique, la voici. ρ GI moins dP sur dXI égale à 0. Suivant X et suivant Y, vous l'avez compris, ça ne me donne rien. On obtient juste le fait que la pression ne dépend pas de X et la pression statique ne dépend pas de Y. Il me reste la dernière projection suivant OZ. Elle me donne ceci. Elle me donne ceci. Je vais maintenant faire quoi? Je vais remplacer ρ par l'équation d'état des gaz parfaits, qui est là, et G par la loi de Newton. Et je vais intégrer en séparant les variables. Donc je remplace ρ par son expression et G envers par son expression. Et je vais venir essayer maintenant d'intégrer. Mais auparavant, j'oublie pas qu'il faut que je fasse la séparation des variables. Je vois qu'il y a P qui subsiste encore ici. Donc je vais le prendre au premier membre, je le mettrai au dénominateur. Donc voilà, dans la diapo qui arrive, je vais faire la séparation des variables. Je mets le P dans le premier membre au dénominateur et j'intègre entre Z égale à 0, où il y règne une pression atmosphérique P0, et un Z quelconque pour lequel j'appellerai cette pression statique P de Z. Je fais sortir tout ce qui est constant, ρ0, P0, T0 et le rayon de la Terre. Tout ça, je le fais sortir. Et je laisse à l'intérieur les grandeurs qui sont variables. Bien, je me rends compte que c'est une intégrale très compliquée pour pouvoir l'intégrer. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la distribution de la température de l'air dans l'atmosphère. La température, comment est-ce qu'elle varie dans l'atmosphère, je ne la connais pas. Mais je vous avais dit au préalable que nous supposerons que l'atmosphère est isotherme. Nous supposerons que l'atmosphère est isotherme. C'est ce que je vais essayer de faire. Auparavant, donc ici, je vais avoir un logarithme. Quand je passe à l'exponentielle, j'obtiens logarithme d'abord de P de Z sur P0, qui va être égal à tout ceci. Ensuite, je passe à l'exponentielle, j'obtiens ça. Et je vais donc à la prochaine diapositive considérer mes hypothèses. D'abord, je vous avais dit, on considérera l'atmosphère comme étant isotherme. Par conséquent, vous l'avez compris, T de Z va être à peu près égal à T0. Ça me donnera une approximation de la loi de variation dans une atmosphère qui sera supposée comme, ne variant pas en fonction de la température. On obtient ceci. Après intégration, j'aboutis à ce résultat, en bleu.
Voici l'exponentielle évidemment décroissante qui exprime la loi de variation de la pression statique dans une atmosphère qui sera supposée comme étant isotherme. Voici la loi de variation de la pression statique dans une atmosphère qui sera supposée, à tort bien évidemment, comme étant isotherme. Je vais maintenant prendre un second cas particulier. Je vais supposer que je ne suis pas très loin du sol, c'est-à-dire que je ne dépasse pas 300 mètres, je reste inférieur ou égal à 300 mètres du sol. Donc je vais me mettre dans cette hypothèse. Je suis au voisinage du sol. Que se passe-t-il? Si je suis au voisinage du sol, il y aura beaucoup de simplifications qui vont apparaître. D'abord, la température ne va pas varier considérablement. Je pourrais supposer, comme tout à l'heure, que la pression reste constante, uniforme. Et G, vous allez voir qu'il va être égal à G0, je vais vous montrer ça. Donc si le rayon de la Terre, comme je vous l'ai dit, à peu près égal à 64 000 km, ou bien voici la valeur exacte, nous allons avoir par conséquent Z sur R qui va être très petit par rapport à 1, puisque Z, je suis à peu près à 300 au maximum mètres, donc Z sur R sera très petit devant 1, je pourrais le négliger par rapport à 1, par conséquent, R plus Z, c'est à peu près égal à R, le rayon de la Terre. Je vais pouvoir simplifier cette intégrale. Je vais pouvoir la simplifier. Comme T à peu près égal à T0 également, la température reste uniforme. La température reste uniforme. Qu'est-ce qu'il me reste à intégrer? Il me reste à intégrer uniquement des Z. Entre 0 et Z, c'est ce qui me donnera juste Z. Voici à quoi se réduit la loi de Newton. C'est toujours G. G de Z égale à G0. Et donc voici comment se répartit la pression au niveau du sol lorsque je suppose que la température ne varie pas considérablement et que je peux supposer qu'elle reste uniforme. Voilà. Il s'agissait pour moi de vous faire distinguer les deux cas particuliers. Le cas d'un fluide incompressible avec G égal en constante et le deuxième cas où j'ai considéré le cas de l'air pour lequel j'ai adopté la loi des gaz parfaits et vous voyez la distribution de la pression change considérablement. Bien, donc nous dirons quand un fluide est incompressible, lorsque G est constante, je dirais que P2Z, si je choisis l'axe vertical ascendant et je le nomme Z, P2Z plus ρGZ égale à constante. Si maintenant le fluide est compressible et G varie, vous avez ces lois que je vous ai présentées dans les diapos qui viennent de passer. Voilà, c'en est fini avec cette première application. Je vais maintenant passer à d'abord à ce chapitre qui s'appelle, ce paragraphe, où il s'agira des résultantes de forces de pression hydrostatique. Donc je vais choisir un torseur de force, soit un ensemble de forces, un système de forces, FK, F1, F2, etc. Chacune de ces forces va s'appliquer en un point AK. Chaque point matériel aura une masse mk et sera doté d'une vitesse vk qui serait égale à la dérivée de OAK sur dt, tel que O c'est l'origine du repère galiléen par exemple. Et je veux donc écrire ce système de force, ce torseur de force, sous une forme réduite. Je veux écrire de manière réduite cet ensemble de forces, ce système de forces. Le premier élément réducteur de ce torseur, vous le connaissez très bien, c'est la résultante générale. La résultante générale. C'est quoi? La résultante générale R, c'est la somme des forces. C'est la somme des forces. C'est le premier élément de réduction du torseur. Le deuxième élément de réduction du torseur, c'est le moment résultant par rapport à un point O. Par rapport à un point O. Donc c'est MO, moment résultant, c'est la somme des moments, MK. Mais c'est quoi MK? C'est le déplacement vectoriel de la force. C'est le déplacement vectoriel de la force. Mais c'est quoi? Donc ça sera OAK. AK, n'oubliez pas, c'est le point d'application du point matériel K, vectoriel de la force FK. Donc résumons, la résultante générale et le moment résultant par rapport à un point O sont les deux éléments de réduction de votre torseur en ce point. Sont les deux éléments de réduction de ce torseur en ce point. Alors on va voir des torseurs particuliers, en particulier celui que j'ai cité tout à l'heure, le torseur nul. Donc nous allons voir des torseurs, mais auparavant j'ai oublié, je dois présenter aussi une formule de permutation. Elle me permet de transposer les moments. Donc je prends un point P et je voudrais calculer le moment en ce point P.
Donc ça sera le déplacement PAK vectoriel FK. Je vais donc décomposer à partir de la relation de Schall PAK, ça sera PO plus OAK. PO plus OAK, vectoriel F. Ensuite, je vais distribuer, ça sera PO vectoriel FK plus OAK vectoriel FK, c'est ça. Là, je me rends compte que PO, je peux le faire sortir du signe somme, parce qu'il n'y a pas d'indice K. Donc ça sera quoi? PO, somme des FK. Or, somme des FK, je me rappelle, c'est la résultante. C'est la résultante. Et je vois ici apparaître OAK vectoriel FK. OAK vectoriel FK qui est égal à M0. Donc voici la formule de transposition des moments qui apparaît par elle-même par rapport à deux points O et P. La voici. Bien, comme je vous l'ai dit, je vais voir avec vous trois torseurs particuliers. Et je vais surtout insister sur le premier, le torseur nul. Qu'est-ce qu'un torseur nul? Alors, on appellera un torseur nul, c'est lorsque la résultante, elle est égale à 0, et le moment résultant, il est également égal à 0. Lorsque la résultante, elle est égale à 0, et le moment résultant, il est égal aussi à 0, quel que soit le point P. Quel que soit le point P. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai démontré la loi fondamentale hydrostatique, je ne me suis pas assuré d'une chose. C'est que j'ai montré que la condition d'équilibre des forces extérieures, elle était égale à 0, la résultante, mais je n'ai pas montré l'équilibre des moments. En toute rigueur, il aurait fallu également démontrer que le moment est également égal à 0. Or, cette condition va être automatiquement satisfaite. Pourquoi? Si la loi fondamentale, dans sa forme locale, elle est satisfaite, la résultante des forces est égale à 0, le moment résultant va être égal à 0 aussi, puisque la résultante des forces est identiquement nulle. Donc je n'ai pas à démontrer que le moment résultant, lui aussi, il est égal à 0. Je passe au deuxième torseur particulier. C'est un torseur, on me dit qu'il est équivalent à un couple C. Un torseur équivalent à un couple C. Par conséquent, la résultante des forces va être égale à 0. La résultante des forces va être égale à 0. Et MO va être égal à MP va être égal à C. C étant le couple. Donc vous allez avoir un couple. Maintenant, le troisième cas particulier que je vous présente, c'est un torseur qui est équivalent à une force unique dont le point d'application est O. Si je vais calculer le moment, directement je le sais, puisque c'est par rapport à O, le moment sera égal à 0. Et j'aurai une seule force différente de 0, la résistance différente de 0. Par contre, en revanche, le moment va être nul. Le moment par rapport au point O va être nul. Si le moment par rapport au point O est nul, j'aurai juste un P qui sera égal à PO vectoriel R, la résultante. Voilà, je vais maintenant passer à la force hydrostatique qu'exerce un fluide sur une paroi, de forme quelconque. Je vais voir avec vous un résultat très intéressant qui va apparaître à la fin, qui dit que la forme de la surface ne va pas intervenir dans l'intégrale. Mais auparavant, on doit commencer par ceci. Alors je commence. Je vais considérer un fluide de repos, que voici, le fluide de ce côté-ci, et je vais prendre une surface, la voilà. Donc cette surface aura une profondeur grand L, je vais rapidement enlever, parce que je vais considérer une représentation en 2D, une longueur grand L, petit l, pardon, de longueur petit l. Donc voici mon fluide de repos, il se situe de ce côté-ci, et je veux avoir quelle est la force que va exercer ce fluide de repos sur cette surface. Je vais commencer d'abord par localiser cette surface. Z1, x1, z2, x2, et je vais me prendre un élément, un segment, dl, sur lequel je vais faire mon raisonnement. Bien, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'obtenir, le but c'est d'obtenir la résultante, je vais mettre ici un peu avant, voilà, la résultante R, de la force de pression hydrostatique, donc au repos, que le fluide exerce sur cette paroi-là. Nous le savons, c'est une force qui va être dirigée perpendiculairement à l'élément de surface. L'élément de surface, c'est quoi? Ça sera dl multiplié par la profondeur qu'on ne voit plus, mais c'était grand L. C'est ce qui est orthogonal au plan
de la diapositive, ce qui sort suivant Y. Bien, donc nous le savons, nous devons d'abord au préalable orienter la surface grâce à un normal orthogonal à l'élément de surface ds, qui est égal à dl d petit l fois grand L, d petit l fois la profondeur grand L, suivant OY. Voici n, et donc R, la résultante que je suis en train de rechercher, la voici, c'est celle qui exerce le flux de repos sur la surface, donc elle va être dirigée dans le même sens que n, que voici, et donc elle aura pour composante intégrale de plus P1ds, puisque R est dans le même sens que n. Donc j'explique tout ceci, voilà. R, c'est plus intégrale de P1ds. R qui admet donc deux projections, l'une suivant OX, l'autre suivant OY, que j'appelle RX, RY. Mais RX et RY, c'est quoi? C'est Pnx ds pour Rx et Pnz ds pour Rz. Et je vais commencer par mettre au brouillon, c'est quoi sinus alpha, côté opposé, donc plus nz divisé par n égale à 1, et cosinus alpha, côté adjacent, moins nx sur la norme de n, c'est 1 toujours. La surface, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera dl multiplié par grand L dans le plan orthogonal à la figure, c'est ce qui sort par la figure. Et je vais remplacer donc dans les projections Rx et Rz que je présente maintenant. Je remplace nx et nz par sinus alpha et moins cosinus alpha. Ça me donne ceci. Sinus alpha et moins cosinus alpha. Regardez bien, tout à l'heure, je vous ai mis le cas particulier suivant. N formait un angle alpha avec l'horizontale. Un angle alpha avec l'horizontale. L'angle alpha se retrouve également ici. Faites attention à ce qui va arriver maintenant. J'appelle des z et des x ces segments. Des z et des x ceci. Je me rends compte que sinus alpha, ça sera dx divisé par l'hypoténuse dl, et cosinus alpha, c'est dz divisé par l'hypoténuse dl. Par conséquent, je pourrais exprimer sinus et cosinus alpha grâce à dl, comme ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire ceci, à être observateur et regarder ce qu'il y a ici. J'ai cosinus alpha, que je peux remplacer par ceci, et, j'ai le dl, que je peux remplacer, il est ici, et ici, que je pourrais remplacer grâce à sinus et cosinus. Et je vais faire attention à mettre ici, par exemple, non pas le sinus parce que je tomberai sur une cotangente, mais choisir là où il y a le cosinus. dl, ça serait dz divisé par cosinus. dl ici, quand je veux le sinus, dl, c'est quoi? Ça sera dx divisé par sinus. Je fais ça. Voilà, je remplace le dl, celui-ci, là, et celui-là, là, de manière à ce qu'il y ait une simplification. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un résultat spectaculaire qui dit que, en fait, la forme de la surface n'intervient plus dans l'intégrale. Je ne vois plus apparaître l'angle alpha. Je ne le vois plus apparaître. Qu'est-ce qu'il me reste à présent à faire? Pour terminer ce calcul, il me faudrait obtenir la distribution spatiale du champ de pression P. Pour cela, il faudrait intégrer la loi fondamentale d'hydrostatique, la LFH, la loi fondamentale d'hydrostatique. Donc voilà à quoi j'ai abouti. Cela me permet, donc si je dois continuer, comme je vous l'ai dit, si je dois continuer le calcul pour pouvoir obtenir ma résultante, celle qui était juste auparavant, je dois connaître la distribution spatiale du champ de pression statique, ce qui nécessite l'intégration de la LFH. Bien. Alors maintenant, nous sommes en train de parler de la poussée d'Archimède que je commence à introduire tout doucement. Et nous allons faire ceci. Donc je vais essayer, vous l'avez compris, de trouver la résultante des forces de pression. Il va falloir intégrer la LFH. Mais ne me serait-il pas possible de procéder différemment, d'obtenir la résultante des forces de pression d'une manière différente?
C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, là maintenant. Donc je vais reprendre le volume connexe de tout à l'heure, le voici, délimité par une surface fermée, grand S, et je vais mettre à la place de ce volume, exactement à sa place, je vais le remplacer par un corps solide, par un corps, qui va occuper le même volume, et que je vais maintenir également, bien sûr, en équilibre, dans le fluide qui sera toujours au repos. Donc je vais remplacer par un solide, le voici, par un corps, par un corps. Eh bien, si je fais ça, je me rends compte que la résultante des forces de surface, la résultante R, qui s'exerce sur la surface S, qui délimite le corps immergé, elle est égale et opposée au poids du fluide qui, qui va être déplacé par le solide. Lorsque le solide prend la place du fluide, il va déplacer un certain volume de fluide. Eh bien, cette résultante de force de pression statique, elle va être exactement égale et opposée à quoi? À ça, au poids du fluide déplacé. Au poids du fluide déplacé. Je reconnais là, je reconnais la poussée d'Archimède. Je reconnais la poussée d'Archimède. Regardez bien, quand je vais transposer ici, ma résultante des forces de pression, la voici, et j'obtiens quoi? Là, c'est la résultante des forces de pression que je suis en train de rechercher depuis tout à l'heure, la R, et là, je reconnais la force de volume, le poids, à un signe moins près. Et ça, ce n'est rien d'autre que la poussée d'Archimède. Par conséquent, je peux réexprimer mes forces de pression, ma résistance des forces de pression, si je connais ma poussée d'Archimède. Si la poussée d'Archimède, je la connais, je pourrais exprimer ça d'une manière alternative. C'est pour ça que dans les problèmes, soit on vous demande de calculer les forces de pression, la pression en ce point-là, ensuite vous intégrer pour trouver la résultante, ou alors vous pouvez l'obtenir, cette résultante, par le biais de la poussée d'Archimède. Et alors je vous ai pris un exemple tout simple, je vous ai pris un cube de glace d'arête A sur lequel on va faire le raisonnement rapidement pour vous expliquer ce que je suis en train de faire là. Donc il ne faut pas oublier ce que j'ai fait là maintenant. J'ai pris mon volume connexe de tout à l'heure, le volume V délimité par la surface S. Je vais remplacer le fluide contenu dans le volume V par un corps. Par un corps. Je m'aperçois que ce corps, il a déplacé un certain volume de fluide. Eh bien, le poids de ce fluide, il est exactement égal et opposé à la résistance des forces de pression, à la résistance des forces de pression statiques. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire aussi? Je pourrais rapidement en déduire quelque chose de très intéressant. C'est que le centre de poussée, c'est-à-dire le point d'application de R, eh bien, c'est le centre de gravité du fluide déplacé, du volume du fluide déplacé. Le centre de poussée, ça correspond au centre de gravité du volume déplacé par le solide. Le volume qui va être chassé lorsque le solide, le corps, est venu remplacer le fluide. Voilà. Alors, l'exemple que je vais vous présenter là, c'est un cube de glace qui va être entièrement immergé dans de l'eau. Je vais calculer les forces de pression qui s'exercent sur mon cube, la résultante. Rapidement, on va s'affranchir de toutes les composantes de pression latérales. Elles vont se simplifier par symétrie. Donc tout ce qui se passera à gauche, la force de pression du côté gauche va être équilibrée par le côté droit, celle de l'avant avec l'arrière, également par symétrie. Il me restera que suivant Z. Bien, je vais calculer ma pression au niveau inférieur, c'est-à-dire en Z égale à 0. Je vais appliquer la LFH, le fluide est incompressible, je suis au voisinage de la Terre, G égale à constante, donc directement P2Z plus ρGZ égale à constante. Je vais aller en Z égale à 0, j'aurai P0 plus ρG0 qui va être égal à ce qui règne au niveau de la surface libre, PA, la pression atmosphérique, plus ρGA, la distance A étant l'arête du cube. Donc P0 va être égal à ça. Et maintenant, je vais aller observer la résultante des forces de pression qui s'appliquent sur mon cube. Nous avons dit que suivant Y et suivant X, la résultante est nulle par symétrie. Il me reste que celle suivant Z. Donc j'applique en mettant les normales qu'il faut. Je vais obtenir, ici, ça sera P0 fois plus 1, et ici, la pression atmosphérique moins 1.
quand je remplace P0 par son expression, j'obtiens ceci. La résultante, c'est ρg fois le volume du cube, A cube. Maintenant, si je vous demandais quelle est, donnez-moi l'expression mathématique de la poussée d'Archimède. L'expression mathématique de la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, c'est quoi? Rapidement, c'est ρ, le fluide déplacé, pas celui du corps, le fluide déplacé, donc dans mon cas c'est l'eau, ρ de l'eau, multiplié par le volume, multiplié par g. C'est quoi le volume? Le volume, c'est le cube. Le cube, c'est A3. Donc ça sera ρ A3 fois G. ρ A3 fois G. Je me rends compte que c'est exactement la résultante des forces de pression statique qui est agit sur mon cube. Donc vous l'avez vu, la résultante, elle est exactement égale et opposée à la poussée d'Archimède. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce cours. Qu'est-ce qu'on a vu rapidement? Nous avons démontré la loi fondamentale d'hydrostatique à partir de la condition d'équilibre de chaque partie du fluide. En effet, un corps ne peut être au repos dans un repère galiléen que si et seulement si le torseur des forces extérieures s'exerçant sur ce corps est équivalent à un torseur nul. Nous avons par conséquent démontré que la résultante des forces de pression, la résultante générale était nulle en tout point. Et pour pouvoir montrer cette condition, j'ai introduit les forces de volume et les forces de surface, étant donné que les forces intérieures formaient un système équivalent à zéro, c'est-à-dire un torseur nul. Dans les forces de volume, qui sont des forces qui s'exercent à distance, nous avons dit qu'elles sont proportionnelles au champ, elles sont dues au champ. Les champs que nous connaissons, ce sont les champs gravité, le champ des gravités, le champ de force centrifuge, le champ magnétique, mais dans ce cours, on s'intéressera strictement qu'au champ de gravité. Eh bien, c'était le poids. C'était le poids, une force verticale dirigée vers le centre de la Terre, vers le bas. Et cette force était proportionnelle à la masse des corps attirés par la Terre et à l'accélération de la pesanteur. Son écriture, lorsque je l'ai pris un élément de volume différentiel, dV, et que j'ai généralisé pour tout le volume connexe, c'était intégrale volumique de ρg dV. Nous avons ensuite présenté les forces de surface, de proximité, de contact. Ce sont les forces de pression. Elles sont toujours présentes. Lorsque vous avez un élément de surface, cet élément de surface va subir de part et d'autre une force de pression qui s'applique de manière orthogonale, perpendiculaire à cet élément de surface. Comme nous considérons uniquement les forces qui viennent de l'extérieur, on ne considérera que la force qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, dirigée donc vers l'intérieur du solide, du fluide, du volume V. Leur expression, puisque P NDS s'oppose à 1, c'est moins intégrale de P1ds, Ensuite, nous avons écrit la condition d'équilibre, à savoir que la résultante des forces, elle est égale à 0 en tout point. J'ai donc présenté ensuite le problème qui va apparaître à chaque fois dans ce cours. C'est une intégrale de volume qui va être sommée à une intégrale de surface. Et pour transformer une intégrale de surface en une intégrale de volume, nous avons deux théorèmes, le théorème de la divergence ou bien d'Ostrogradsky et le théorème du gradient. Quand vous avez une grandeur vectorielle, telle que la vitesse, vous travaillerez avec le théorème de la divergence, et quand vous aurez une grandeur scalaire, comme c'est le cas aujourd'hui, on travaillera avec le théorème du gradient. Donc le théorème du gradient m'a permis de transformer l'intégrale de surface, intégrale double, en une intégrale triple, une intégrale de volume. Et je vous ai présenté la forme locale de la loi fondamentale d'hydrostatique qui me permettait de répondre à la question comment se distribue la pression statique dans un fluide au repos soumis à la pesanteur. Et donc je vous ai présenté deux cas ensuite. Le cas où le fluide était incompressible et G était constante. Donc j'avais dans le cas où j'optais pour un axe vertical dirigé vers le haut ascendant, c'est-à-dire, et que je nommais Z, j'avais cette loi qui me faisait aboutir au fait que P de Z plus ρgz égale à constante. Et entre parenthèses, j'ai introduit la notion fictive de pression motrice, qui donc disait que la pression motrice restait uniforme. Puis je vous ai aussi présenté le cas d'un fluide compressible, et j'ai parlé d'atmosphère, de l'air constituant l'atmosphère. Et donc dans ce cas aussi, vous aviez une distribution qui n'était malheureusement pas linéaire, elle était sous forme exponentielle, bien sûr décroissante.
J'ai fini le travail en vous présentant deux cas particuliers. D'abord, les forces hydrostatiques s'exerçant sur une paroi, à partir de laquelle donc, on était arrivé à un résultat intéressant qui disait que la forme de la paroi n'intervenait plus dans l'intégrale. Et j'avais terminé par le fait que, par le fait que pour pouvoir mener à bien ce calcul, il me fallait impérativement trouver quoi? Ben, trouver la distribution spatiale du champ de pression pour pouvoir l'intégrer. Et donc, il fallait intégrer la LFH. Et je me suis rendu compte que parfois, pour déterminer la distribution du champ de pression, ce n'était pas tellement évident. Eh bien, on était parti, c'était la dernière partie, on était parti sur les traces de la poussée d'Archimède, qui correspondait justement à cette résultante des forces de pression. Voilà, le cours est fini. La séance prochaine, je verrai avec vous le quatrième chapitre. Il s'agira d'un principe fondamental de la physique qui dit que la masse est un invariant dans le temps. La masse est un invariant dans le temps. Et j'écrirai mathématiquement justement cette conservation de la masse et je démontrerai en passant le théorème de Leibniz qui est également appelé le théorème de transport de Reynolds. Voilà, j'espère que ça a été clair. Laissez-moi des commentaires si des choses n'ont pas été aussi claires qu'il aurait fallu que je le fasse. Bon courage, merci de votre attention et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.